Bonjour, tu écoutes Je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Je m'appelle Anne-Sophie et je te propose d'aborder tous les 15 jours un sujet lié à la transition et l'écologie, de manière décomplexée et surtout dans la déculpabilisation. Je suis en transition depuis maintenant un peu plus de 15 ans et je ne suis toujours pas parfaite. Et ça va bien, merci. Bonjour, ça faisait longtemps, hein? Bienvenue dans ce premier épisode de cette 3e saison de Je fais de mon mieux. Je t'ai un peu laissé en plan, là, comme ça, il y a quelques mois. Il y a eu pas mal de hauts et de bas et je profite d'une belle vague d'énergie pour avancer dans le traitement des épisodes qui ont été enregistrés au printemps dernier. Avant toute chose, un immense merci à Jen, Clélia et à Karen. Les contreparties de vos tips vont être envoyées au mois d'octobre. Merci pour votre soutien et surtout pour votre grande patience. Je fais de mon mieux, c'est un podcast indépendant. Si tu aimes ce que je fais et que tu souhaites me soutenir, tu peux le faire en parlant du podcast autour de toi, en le partageant et aussi en me soutenant sur Tipeee. Tes aides m'aident à payer les frais pour le podcast, la plateforme de diffusion, le matériel et toutes ces choses sans lesquelles, malheureusement, le podcast ne pourrait pas exister et qui actuellement reposent uniquement sur mes deniers personnels. Fin de la petite parenthèse autopromo. Merci pour tous vos messages et tous nos échanges au fil de ces derniers mois. Ces moments sont précieux. Aujourd'hui, je t'emmène avec mon invité Archana Nagalingam de Boomin Ayurveda à la découverte de l'Ayurveda. Mais pourquoi je voulais te parler de ça dans ce podcast? C'est quoi le rapport avec l'écologie? Tu vas pouvoir le découvrir dans cet épisode. L'Ayurveda, ça regroupe un certain nombre d'approches dont tu as déjà entendu parler au fil des épisodes du podcast. En plus, à l'heure où on parle encore et toujours des vaccins et où la santé est encore l'un des plus importants sujets du moment, j'avais envie de te faire découvrir une médecine millénaire reconnue par l'OMS et qui envisage le corps et son fonctionnement sous un paradigme légèrement différent de celui de la médecine occidentale. C'est une approche que personnellement je pratique depuis plusieurs années maintenant et qui me parle beaucoup, et donc je voulais te la faire découvrir. Petite précision, cet épisode ne parle absolument pas de vaccin, ni de comment se soigner du Covid. Ce n'est pas le propos ici. Enfin, petite actualisation liée à la date de sortie de l'épisode, n'oublie pas que nous avons enregistré cet épisode avec Archana au mois de mars dernier. Nous sommes actuellement en septembre, il s'agit également d'une entre-saison où le corps est particulièrement sollicité et fragilisé. Alors si tu veux plus de conseils d'actualité, tu as le compte Instagram d'Archena dans la description de l'épisode et puis tu peux la retrouver physiquement dans son cabinet à Montreuil ou à la Biocop de Montreuil lors des ateliers qu'elle anime. Tu sais à présent tout des dernières actus de mon invité et maintenant passons à l'épisode et à la découverte de l'Ayurveda. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Archena, comment ça va? Bonjour Anne-Sophie, ça va super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Archana Nagalingam, j'ai 38 ans, je suis praticienne en Ayurveda suite à une reconversion. J'accompagne les gens dans ce métier avec à la fois des consultations individuelles dans un cabinet et aussi des activités de groupe autour d'ateliers qui sont reliés à des activités de l'Ayurveda comme la cuisine, la méditation et d'autres activités que je vais mettre en place où on va faire le lien aussi avec la créativité parce que je trouve que c'est très important pour être en santé, à la fois d'être bien dans son corps, mais dans son mental aussi, en arrivant à puiser tout ce qu'on a en soi et qu'on ne voit parfois pas toujours dans la vie quotidienne. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir tout ça tous ensemble et de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est super cool le lien avec la créativité parce que c'est vrai qu'on en entend rarement parler avec l'Ayurveda, donc je suis très curieuse de découvrir ce que tu vas proposer autour de ça. Pourquoi l'Ayurveda? Moi, je suis d'origine sri-lankaise. J'ai ma grand-mère du côté de mon père qui était guérisseuse ayurvédique au Sri Lanka. Et malheureusement, je l'ai pas connue beaucoup à cause de la guerre au Sri Lanka. À l'âge de 16 ans, quand j'y suis allée pour la première fois de ma vie, parce que je suis née en France, je me suis dit waouh, mais cette femme, elle guérit des gens dans son village, c'est assez exceptionnel. Et en même temps, j'étais dans un âge où j'étais en France, j'étais à moitié en train de me poser pas mal de questions sur ma culture, etc. J'étais pas forcément à l'aise, donc j'ai pas forcément creusé à ce moment-là.
Et c'est vraiment quelques années plus tard, voire des années plus tard, puisque, j'ai fait un voyage ensuite autour de mes 30 ans, en Inde et au Sri Lanka, toute seule cette fois. Et là, je me suis vraiment plongée et je me suis pris une grosse claque quelque part aussi, en voyant, pas mal de choses, sur la vie en Inde et cetera, et de découvrir l'Ayurveda sous cet angle-là, ça m'est revenu et je me suis dit: «Mais c'est ça que j'ai envie de faire». Et voilà, je me suis replongée dedans à ce moment-là et je me suis formée après, pour devenir praticienne. Du coup, ta formation, t'as fait comment? Tu t'es formée auprès de qui? Alors je me suis formée, auprès de Atreya Smith qui est, un des plus grands Vaidyas en Europe, qui vit en Suisse, puisque là-bas c'est un diplôme reconnu par l'État suisse. Ça va très bien puisque on parle de médecine, on parle de c'est bien plus que du bien-être, l'Ayurveda. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? Alors c'est un mot des fois qui peut paraître, ésotérique ou un petit peu, étrange pour certains, mais tout simplement l'Ayurveda déjà dans le littéral, ça veut dire Ayur c'est la vie et Veda c'est les sciences, la connaissance, donc c'est la connaissance de la vie et c'est tout simplement la médecine traditionnelle indienne. Donc vraiment il y a plus de 5000 ans, c'est comme ça que les gens se soignaient, il y avait pas autre chose, c'était la manière de se soigner, c'était transmis à l'oral par des sages à l'époque. Puis petit à petit, il y a eu des écrits et ce sont des médecins qui ont, commencé à faire des livres autour de ça. Donc il y a 2 grands livres majeurs qui datent de plus de 2000 ans maintenant. Vraiment l'idée, c'est de se rappeler que c'est une médecine. Donc ça permet à la fois de prévenir et de guérir des maladies. Il y a 8 branches, dans l'Ayurveda. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça permet vraiment, enfin moi j'aime pas les gens qui disent que c'est juste une philosophie ou un art de vivre. C'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois, une démarche de santé, mais ça va bien au-delà. Vraiment l'idée d'atteindre un état de sérénité ou de paix. Où on se dit, bah voilà, en ayant une vie où on se connaît mieux, où on est bien avec soi-même, puisque la première étape de l'Ayurveda, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Il y a vraiment cette notion de, quand on remonte à la source, de se rappeler que ben, l'humain, il fait partie d'un tout, qui est l'univers. Si ça peut paraître spirituel ou quoi, c'est assez logique à comprendre, c'est que ben, on est, on est apparu là comme tout le monde, quoi. Et on fait partie de ce tout. Et dans l'Ayurveda, il y a la notion des 5 éléments qu'on retrouve et qui est une des bases. Donc on retrouve l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est à partir de ces 5 éléments-là que tout élément vivant sur Terre est constitué. Donc l'humain, il fait juste partie de ce tout et il a ces 5 éléments en lui. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir qu'en fonction de notre naissance, de nos parents, etc., on va avoir chacun une constitution unique. Donc on a à la fois ce rattachement, cette connexion à la nature à travers ces 5 éléments, mais en plus de ça, on est tous uniques parce que on va pas avoir les mêmes proportions de ces éléments. C'est vraiment hyper logique et hyper beau parce que on est un avec la nature et en plus on a une puissance individuelle qui fait que on a quelque chose en nous qui est unique. Donc on parle bien d'une médecine, c'est reconnu par l'OMS. Oui, tout à fait. C'est reconnu par l'OMS en tant que une des médecines ancestrales les plus anciennes. C'est vraiment reconnu comme une médecine. On n'est pas sur un truc genre une pseudo-science ou je sais pas quoi. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur cette médecine. Je disais, il y a, je reprononcerai pas les noms des livres parce que j'en suis incapable, sauf si je les ai sous les yeux et que je les lis lettre par lettre. Mais voilà, il y a même des traités de chirurgie. C'est de la vraie médecine, il y a de la pédiatrie, il y a de la gynécologie. C'est une approche pragmatique sur des critères biologiques aussi. C'est juste que c'est une autre façon d'envisager le système. Mm, Des fois, on caractérise l'Ayurveda de médecine holistique. oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce mot de holistique? Oui, tout à fait, on entend pas mal ce mot, en ce moment. Donc holistique, en tout cas d'après moi, c'est vraiment une notion de globalité. C'est-à-dire qu'on adresse, pas seulement le corps, on adresse aussi l'esprit. Parce que l'humain, il est constitué de son corps et de son esprit essentiellement. Et c'est vraiment une approche où on va, par exemple, si on a un mal de ventre, chronique ou, une, allergie ou des choses comme ça qui nous embêtent, bah, on va pas regarder juste ce problème-là, on va regarder, dans l'ensemble, on va regarder s'il y a eu des facteurs causaux dans le passé. On va aller chercher un peu la racine des problèmes et c'est cette approche-là. L'Ayurveda, c'est vraiment de regarder le problème dans l'ensemble. Bien sûr qu'on va résoudre le problème du symptôme parce qu'on va s'y attaquer, mais ça sert à rien de résoudre uniquement le symptôme si on n'a pas creusé la cause parce que sinon un symptôme va revenir. Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est que, bah, dans la vie, on a très souvent, on est pris par notre quotidien, et cetera, donc on fait pas forcément attention à des petits signaux que notre corps nous envoie. Ça peut être, des trucs tout bêtes comme des pertes de cheveux, des boutons sur le visage, des mains qui gonflent, mais qui, selon l'Ayurveda,
doivent être observées et traitées le plus rapidement possible parce que derrière, ça peut être des facteurs de choses beaucoup plus graves dans plusieurs années, hein. Ça peut être quelque chose, quand on a 20 ans, 30 ans, on se pose pas trop de questions sur tout ça, mais voilà, quand on a 60, 70 ans, on s'en pose et on se retrouve avec des choses beaucoup plus aggravantes. Et donc l'idée de l'Ayurveda, c'est ça, c'est de se dire, bah, tout au long de ta vie, et c'est là que j'aime bien le mot connaissance de la vie, comment je peux vivre en fonction de moi. Donc si on revient à ces 5 éléments, c'est de se dire, bah, moi, c'est quoi mes éléments? Ces éléments, ils découlent ce qu'on appelle les doshas, la constitution ayurvédique, la prakriti selon les termes sanscrits. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah voilà, moi je suis un tel, donc il y a des noms, hein, après on peut rentrer dedans si tu veux tout à l'heure, mais comment je peux vivre pour que je sois en équilibre constant par rapport à ma constitution? Et d'avoir cette capacité de s'observer, d'être un peu son propre médecin, sans renier tout ce qui existe dans la médecine, mais de se dire, bah voilà, à mon échelle, je suis quand même capable de faire des choses et des choix. Et là, il y a des piliers quand même assez faciles d'accès et qu'on fait tous les jours, donc l'alimentation, le sommeil, la méditation, le simple fait de respirer, de faire des activités physiques, de s'entourer de gens qui nous correspondent, etc. Ça va tout de suite améliorer notre état physique et notre état mental. Donc c'est de faire toujours cette réflexion constante. Donc c'est super parce qu'au final, on apprend à mieux être soi-même. Donc c'est vraiment une quête de connaissances intérieure qui nous rend plus forts et plus armés aussi dans le monde dans lequel on vit. Tu parlais de sérénité tout à l'heure et moi dans ma tête j'avais le mot la recherche de l'équilibre en permanence parce que en fait quand on est déséquilibré c'est à ce moment-là que commencent à arriver les problèmes. Tout à fait, Ce qui est important aussi avec l'Ayurveda c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'Ayurveda qu'on dit non à la médecine occidentale ou moderne. Ils peuvent être en complémentarité en fait. tout à fait. C'est de ne pas attendre de tomber malade. C'est vraiment d'être dans une démarche de prévention et de se dire, ben, ça sert à rien d'attendre le pire truc, quoi, ou le truc aggravé, et de faire en sorte que ben, je prends de l'avance et je fais en sorte de faire les choses qui me font du bien et qui sont bonnes pour moi. Après, c'est pas non plus de l'extrémisme ou de vivre comme des moines avec des contraintes et des choses restrictives. C'est au contraire de prendre du plaisir dans la vie, mais tout en étant en connaissance de cause. Donc te dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait un excès, demain j'en ferai un autre, mais après-demain je ferai attention. Enfin, de toujours être dans cette démarche de connaissance et de se dire, bah je sais quoi faire si je fais quelque chose qui est pas adapté à ma constitution. C'est vraiment l'idée de marcher de main dans la main entre avec ton corps, quoi. Mmh. C'est, je vais essayer de le préserver et de lui donner, le plus possible comme carburant et cetera pour qu'il fonctionne bien, pour qu'on fonctionne tous les 2 ensemble le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça, ça me rappelle une phrase que mon cousin il me disait l'autre jour. Et en fait, lui, il dit que comme on est entouré d'objets électroniques et compagnie, on a toujours des modes d'emploi pour les objets qu'on achète. Mais bizarrement, on n'a pas le mode d'emploi de notre propre corps. Et c'est vraiment cette image-là de se dire, mais finalement, je peux l'avoir, le mode d'emploi de mon corps. Il suffit de m'observer et de m'écouter et de plonger dans l'Ayurveda, puisque c'est le but. Tu parlais du coup, l'Ayurveda, enfin c'est une médecine, c'est aussi un mode de vie, une hygiène de vie et ça regroupe, énormément de choses. Alors tu parlais de l'alimentation, je pense toujours à l'alimentation est la première médecine parce que, enfin voilà, c'est le premier carburant que tu mets dans ton corps, donc fais attention à ce que tu manges. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce mode de vie? Qu'est-ce que ça touche au global? Puisque tu as parlé de méditation, il y a peut-être de l'activité physique. Je crois même que ça va même jusqu'à la sexualité sur certains aspects en fait, enfin Ouais. c'est hyper vaste quoi, ce qu'on peut mettre en application quoi. Tout à fait. Comme le mot l'indique, sciences de la vie, c'est tout ce qui compose notre vie finalement. Donc le pilier principal, il y en a plusieurs, mais vraiment l'alimentation, c'est un des plus puissants puisque, bah, tous les jours on va manger, tous les jours on va se nourrir et c'est vraiment l'alimentation qui crée chacun de nos tissus dans notre corps. Et c'est hyper important parce qu'on le voit directement, ça c'est assez flagrant quand on mange quelque chose qui est pas adapté à soi, on va mal le digérer, se sentir fatigué. Donc tout ça, c'est des signes d'une santé qui est pas optimale. Après, il y a plein d'autres choses dans l'hygiène de vie. Il y a le sommeil, qui est un énorme pilier aussi, puisque voilà, d'une personne à l'autre, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes besoins en termes de sommeil. Et parfois, on le sait, on se dit, ah, si je dors pas 8 heures, moi, je suis pas bien, par exemple. Et ça, typiquement, ça vient aussi de notre prakriti, de notre dosha. La respiration, donc apprendre à bien respirer, faire en sorte de faire des exercices de respiration pour pouvoir aérer notre mental, notre corps, mettre en place aussi une sorte de méditation à travers le souffle ou même à travers juste des mantras ou dans le silence, là où on se sent le plus à l'aise, on va dire, pour justement atteindre cette santé physique et mentale.
Et après, il y a plein d'autres choses comme tu le disais, puisque quand on commence à lire en détail tous les traités ayurvédiques, on retrouve, des principes autour de la sexualité, autour de toutes les étapes de la vie d'une femme, que ce soit, la puberté, ensuite si on veut avoir des enfants, toute la partie hormonale, toutes les cycles des règles, ensuite, la ménopause et la même chose aussi, au niveau des hommes puisqu'on va retrouver plein de pratiques qu'on appelle rasayana, qui sont des pratiques pour, rajeunir les cellules, on va dire, ou faire en sorte de vieillir sereinement et en bonne santé. Donc il y a un énorme panel de conseils et de choses à faire pour pouvoir justement à partir de 40 ans, même si 40 ans c'est très jeune, commencer à rentrer dans cette nouvelle étape de la vie où on est un peu plus fragile, on va dire. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment la vie d'une manière différente. Je trouve que, enfin, en tout cas, moi, je suis passionnée, donc forcément. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Enfin, je trouve ça ultra passionnant comme sujet. C'est juste hallucinant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans l'enseignement que j'ai eu, ça va même jusqu'à dire, bah, il y a des gens dans votre vie qu'il faudrait couper parce qu'ils sont pas bienveillants et qui sont pas nécessaires à votre manière d'être. Donc, ça sert à rien de d'embêter parfois avec des personnes ou des choses qui sont pas, avec lesquelles on va jamais accrocher ou avec lesquelles on va jamais bien se sentir. Donc, pourquoi se faire du mal, en fait? Donc, c'est vraiment toute une réflexion où finalement, moi je trouve que ben, on est capable de faire des choix qui sont les bons choix pour soi. Et ça, c'est juste magnifique parce qu'on peut se dire, bah ok, bah en fait, je sais quoi faire. Je trouve qu'il y a énormément de conseils dans l'Ayurveda, c'est du bon sens. Oui. Je vais donner un exemple très concret. En hiver, en tout cas en Europe, il fait froid. L'hiver est caractérisé par le froid, comme c'est étrange. Et donc, comme on essaye toujours de trouver un équilibre, bah, du coup, on met une écharpe et un bonnet Mm, pour avoir chaud, pour exact. trouver l'équilibre. Voilà, ça va sur des choses qui sont aussi simples que ça. Du coup, enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Ça va sur des points ultra précis et en même temps, des fois, c'est des conseils ultra génériques de bon sens Mm, absolu. ouais. Enfin voilà. Ouais, c'est du bon sens et c'est très individuel parce que l'idée, c'est aussi que d'une personne à l'autre, on va avoir des besoins différents, une manière de réagir à des choses différentes. Et c'est de sortir un peu de toutes ces injonctions ou tous ces conseils qu'on lit à tout va et que tout le monde essaye de faire tant bien que mal, mais finalement, on se fait plus de mal que de bien parce que ça correspond pas à tout le monde. Ça peut pas marcher de dire buvez 2 litres d'eau par jour, typiquement. On croit que c'est bon parce que effectivement, c'est de l'eau, c'est sain, il n'y a pas de problème. Mais quand on est kapha, on a déjà beaucoup d'eau en soi, puisque c'est un dosha où il y a beaucoup d'eau et de la terre, donc c'est assez ancré, il y a ça déjà en place. Donc si tu rajoutes de l'eau sur de l'eau, bah, ça va déborder. Donc forcément, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de rétention d'eau, ils vont pas être bien, ils vont avoir des ballonnements, juste avec de l'eau. Donc faut arrêter de tout croire, faut arrêter de tout essayer de faire et toujours être dans cette démarche d'auto-inspection, de recherche, de curiosité. Moi, je trouve que c'est chouette de toujours essayer de chercher par soi-même et de se dire, bah, finalement, pour moi, qu'est-ce qui est bon? Parce que tout le monde n'est pas pareil, tout simplement. Et c'est ça que je trouve super fort, c'est que ça casse un peu le mythe de il y aurait une réponse universelle qui Mmh. serait valable à tout le monde. Et maintenant, on sait que c'est pas vrai. Mmh. Et qu'il y a des trucs, ça marche et ça explique pourquoi est-ce que telle pratique, elle fonctionne super bien sur machine et pas sur machin, Ouais. etc. Et c'est pas que tu le fais mal, c'est pas lié à toi, c'est juste que c'est Oui. pas adapté à ton corps. Et ça, l'Ayurveda te permet justement de trouver ce qui est adapté au fameux dosha dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui. en quelques mots, alors, c'est quoi les doshas? Ouais, ça repart de ce que je disais tout à l'heure, donc les 5 éléments. Donc si je les rappelle, donc il y a l'éther ou espace, l'air, l'eau, le feu et la terre. Et les doshas, ça va être, bah, en Ayurveda, moi j'appelle ça des gérants, des forces qui vont rassembler certains de ces éléments. Donc on a Vata. Vata, il va être représenté par l'air et l'éther. C'est-à-dire que c'est une force qui va être constituée essentiellement de ça, air et terre. Pitta, il va être représenté par le feu et l'eau. Donc il va gérer tout ce qui est lié au feu et à l'eau. Et Kappa, il va lui être gérant de la terre et l'eau. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive au monde, on va, de par nos parents, de par la façon dont aussi la maman a vécu la grossesse et le moment de l'accouchement, on va être constitué de tous ces éléments, mais certains vont être dominants et chacun va avoir un ratio propre à soi. Et du coup, ça va créer notre constitution ayurvédique. C'est-à-dire que si moi, je suis née avec beaucoup d'eau et de terre, par exemple, je vais être kapha. Si j'ai feu et eau et de l'air, je vais être pitta, vata. Donc on peut être un mélange
ou on peut être un des doshas uniques. C'est-à-dire qu'on va être soit vata, soit pitta, soit kapha, soit vata kapha, soit vata pitta, etc. Donc il y a énormément de possibilités déjà. De toute façon, on a toujours les 3 en nous. Tout à fait. Pour être un ou 2, c'est les dominants uniquement qui vont ressortir le plus. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas parce qu'on est Kapha Pitta qu'on n'a pas de Vata. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution de naissance, elle va rester à vie. Donc c'est quelque chose normalement qui ne bouge pas. Et ce qu'on dit dans l'Ayurveda, c'est qu'à partir du moment où on est en équilibre avec cette constitution, c'est-à-dire que ces doshas sont en bon fonctionnement, puisque aussi dans le corps, ils ont chacun leur rôle. Si on y revient rapidement, Vata, il va gérer dans le corps tout ce qui est lié au mouvement, parce qu'on a cette image de l'air, du vent, la circulation, donc tout ce qui bouge dans le corps, tout ce qui nous fait bouger, que ce soit notre mental, que ce soit nos articulations, que ce soit la circulation du sang, la circulation neuronale, etc. C'est Vata qui va gérer. Pitta, lui, il va gérer dans le corps tout ce qui est lié à la coloration. Donc déjà, quand on a parfois la peau rouge, petits boutons, etc., tout ça, ça va être lié à Pitta. Il va gérer aussi essentiellement tout ce qui est lié au feu, donc le feu digestif, qui est un point très important en Ayurveda, et aussi la digestion plus subtile, qui est tout ce qu'on voit par nos 5 sens. Donc, on digère ce qu'on mange, mais on digère aussi tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Donc ça, c'est hyper important aussi, c'est Pitta. Et Kapha, lui, comme c'est la terre et l'eau, il est relié vraiment à cette image de l'ancrage et de la charpente, donc il va vraiment gérer la structure du corps. Donc c'est là que ce que tu dis, c'est hyper important, c'est qu'on a les 3 en nous, et chacun a son rôle. Mais après, on en a certains qui vont être dominants. Et quand ces 3-là sont en équilibre, tout se passe bien, normalement, il n'y a pas de souci, on est en équilibre. En équilibre par rapport à la constitution qui t'a été donnée à ta naissance. Pas en équilibre, genre on doit avoir 33% de chacun. Non, pas On du cherche tout. pas à avoir 33% de chaque pour tout le monde, hein. On cherche à retrouver Ouais, l'état initial dans lequel on est né ouais. et où on était en équilibre. Voilà. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on arrive, a priori, avec notre constitution qui est notre force et qui est nous-mêmes et qui fait on est cette constitution, sur terre. À chaque fois que ces doshas vont être déséquilibrés, puisque, bah, dans la vie de tous les jours, c'est évident qu'on va se retrouver dans des moments de déséquilibre, que ce soit à travers, le travail, les transports, les gens, tout ce qui nous entoure, voire même nous-mêmes, parfois on se crée des nœuds au cerveau. Donc tout ça fait qu'on va se retrouver déséquilibré et c'est pas fatal, hein. Ça arrive à tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que quand ce déséquilibre est un petit peu trop ancré ou présent, il peut ouvrir la porte à des troubles ou des maladies, et c'est là qu'on se retrouve à être malade. Donc l'idée de l'Ayurveda, c'est d'être toujours déjà en connaissance de sa constitution, c'est de dire bah voilà, moi je suis Pitta, j'ai du feu en moi, donc comment je fais pour bien gérer ma constitution et savoir quelles sont les bonnes choses pour moi, quel type de personne je suis, parce que c'est hyper intéressant de savoir que bah, physiquement déjà, il y a des traits physiques qui sont les miens et que je peux accepter parce que moi je vois par rapport à mes patients des gens qui n'arrivent pas du tout à prendre du poids et qui se posent la question, qui sont pas bien, que la société parfois leur dit, ou dans l'inverse, hein, qui essayent de perdre du poids et qui arrivent pas, etc. Bah, finalement, moi je leur rappelle que tout ce qu'on voit dans la société et qui est vraiment une constitution de la société, de dire bah, il faut être tel poids, c'est ça la norme, etc. Faut arrêter et il faut se dire que ta constitution ayurvédique, elle fait que si tu es Vata, par exemple, après c'est pas tous les Vata, mais certains Vata, hein, il y en a qui n'arriveront pas à prendre du poids. C'est quelque chose qui est assez commun chez les Vata. Je prends l'exemple d'une patiente, hein, par exemple, qui, elle, vraiment se rendait compte au moment de la consultation que effectivement c'est quelque chose qui est en elle, mais qu'elle n'avait jamais accepté parce que tout le monde autour d'elle lui disait mais il faudrait que tu grossisses, c'est pas normal, etc. Ça soulage en fait de se dire bah finalement moi je suis comme ça et c'est là que je suis bien en fait et c'est mon poids idéal, même s'il n'y a pas de poids idéal, c'est chacun son poids idéal finalement. Et pareil pour quelqu'un qui a plus de charpente, qui est un peu plus capable, donc qui a un peu plus de présence, et ben se dire que si toi t'es bien avec ton corps et que t'es en bonne santé et que t'as pas de problème, t'es pas malade, tout va bien, tu respires bien, tu t'es heureux, etc. Bah, c'est ton poids de forme en fait. Donc arrêtons d'essayer de rentrer dans des tailles soi-disant standards parce qu'il y en a pas, parce que chacun est comme il est et que tant qu'on est en santé et heureux, bah, pas de souci quoi. C'est rigolo que tu prennes cet exemple-là parce qu'en fait, j'étais en train de me dire que c'est vrai que des fois, on a des poids qui sont pas du tout liés à l'IMC et pour autant, on est en bonne santé et on peut avoir un poids qui est dans l'IMC, Tout à fait. être malade et c'est possible. Et en plus, il y a toujours cette idée que la société, à l'heure actuelle, elle favorise énormément les physiques Vata qui sont très élancés, qui sont très grands, etc. Donc, on nous montre que ça comme étant un idéal, mais cette réalité,
elle n'était pas du tout la même il y a 5 siècles en arrière. C'est vraiment ultra subjectif. Et l'Ayurveda te dit juste, respecte-toi en tant qu'être humain, tu es beau et tu es unique. C'est ça, exactement. Et ça va aller juste, essaye d'être en bonne santé, pas par des injonctions sociétales, mais par rapport à ta santé, en fait. Exactement et puis les injonctions sociétales, c'est du grand n'importe quoi parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des époques dans le passé où, la norme c'était d'avoir des formes, il y a des pays où la norme c'est d'être dans des formes, il y a des pays où c'est d'être tout mince, enfin ça varie d'une culture à l'autre, ça varie d'une époque à l'autre et dans qui dit que dans 30 ans ce sera pas l'inverse donc ne pas rentrer dans ce jeu de la société de consommation et de rester en phase avec soi-même, en respect avec soi-même. C'est un mot que tu as dit et que je répète parce que c'est très important, le respect de soi et aussi en amour de soi, de se dire mais je suis magnifique telle que je suis et surtout de se dire bah, si je suis pas malade, c'est quand même que je suis en bonne santé, quoi, tout simplement. Qu'on a bien compris l'histoire, donc la prakriti, c'est la constitution qu'on a à la naissance, et puis Mmh. ensuite on a une constitution modifiée quand on rentre en déséquilibre, Oui, et qu'on essaye de soigner pour revenir à notre équilibre de base. Les doshas, c'est pas que la constitution de soi, où ça se complexifie, comme tu disais, c'est l'environnement qui est autour de nous, ouais, il est aussi influencé puisqu'il fait aussi partie du tout. oui. Et donc je sais que au fil des saisons, Mmh. au fil des heures, c'est pas les mêmes doshas qui s'expriment, et ce qui explique aussi pourquoi on peut être déséquilibré. Tout à fait. Et que c'est pas que simplement genre on a fait quelque chose de mal, non, des fois juste simplement l'endroit où on vit, ça Ouais. influence dans ce sens-là, Tout quoi. à fait. En fait, comme je le disais, c'est qu'on fait partie d'un tout où il y a tous ces éléments et donc de la même manière que nous, on fonctionne avec des doshas, la nature aussi fonctionne avec ses doshas. Typiquement, chaque dosha, on va retrouver des caractéristiques. Donc vata, ses caractéristiques principales, on va dire, c'est, le froid, le sec et le léger. Pitta, c'est vraiment, le chaud, le pénétrant, assez un peu huileux aussi et kapha, lui, ça va être le froid, le lourd et l'huileux aussi. Et du coup, dans les saisons, par exemple, on va retrouver aussi ces caractéristiques. Donc typiquement l'hiver, c'est froid, c'est assez rugueux, donc ça va être plutôt vata. L'été, c'est chaud, c'est pénétrant, ça va être pitta. Les demi-saisons après, en automne, on va être, bah, c'est le début de la période vata, par exemple. Au printemps, on commence à rentrer dans la période kapha. Donc toutes les saisons sont marquées par des doshas. Tout ce qu'on mange aussi peut être caractérisé par des doshas. Donc ça va vraiment au-delà du dosha lui-même. Il y a ce qu'on appelle vraiment ces caractéristiques qui sont le chaud, le froid, l'huileux, le pénétrant, le lourd, le léger. Enfin, tout ça fait que chaque chose sur Terre, vivante et naturelle, on va dire, a des caractéristiques qui peuvent venir soit bien s'équilibrer avec nos doshas, soit les déséquilibrer. Donc, pour un exemple tout bête, si on est quelqu'un qui a beaucoup de feu, donc du chaud, si on mange beaucoup de chaud et qu'on n'arrête pas de faire ça, on va rajouter du chaud. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir un peu une explosion. C'est une question d'équilibre et de se dire, bah ok, bah du coup, comment je fais pour rétablir à chaque fois? Et surtout en fonction des saisons, des heures de la journée, puisqu'il y a des heures plutôt pitta, des heures plutôt kapha, des heures plutôt vata. Il y a aussi des cycles, donc les cycles de la femme par exemple, il va y avoir des moments où on va être plutôt pitta, plutôt vata, plutôt kapha. Dans la vie aussi, on parle de kapha au moment de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Ensuite, la période de la vie, on est en pleine action, on est en train de construire un petit peu sa vie, c'est la période pitta, entre 16 et ben, on peut dire même 60 ans aujourd'hui, hein, voire un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la période où on est en pleine activité. Et après, on arrive dans une période un petit peu plus légère, donc cette image de l'air, on va dire, qui est la période vata. Donc c'est hyper intéressant aussi de se dire, bah, tout au long de sa vie, tout au long de sa journée, tout au long des saisons, on va pouvoir s'appuyer sur la nature, s'appuyer sur notre environnement pour être aussi en équilibre. Donc c'est un échange assez merveilleux, si je peux utiliser ce mot, de se dire, bah voilà, moi je suis tel dosha, dans un environnement de tel dosha, à tel moment de l'année, à tel moment de ma vie, et d'être toujours en harmonie avec son environnement. Et ça explique pourquoi est-ce que tout va bien dans ta vie et que d'un coup, bim, tu vas enchaîner Ouais, tel et tel trouble parce que tu étais par exemple caractérisé par le feu, il fait super chaud, donc bah, tu vas avoir des caractéristiques qui vont encore plus s'aggraver. Tu es dans une oui, période de ta vie où encore c'est plus aggravé et d'un coup, ce qui ne posait absolument pas problème, bah, d'un coup, ça va poser un problème. ouais, Et tu vas avoir des inflammations, des choses comme ça. Et enfin, moi, de comprendre ça, mais ça m'a tellement soulagée. Rien de permanent. Enfin, c'est pas un truc genre
genre, tu vas te dire: «Je vais manger une orange tous les matins jusqu'à la fin de ma vie». Mais non, en fait, Exactement. le concept d'appliquer la même chose en hiver, enfin, en hiver, des fois, tu as la peau qui tire, bah, c'est normal et du coup, si tu continues Ouais. la même routine en été, mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est exactement ça. De la même manière qu'on change notre alimentation normalement d'une saison à l'autre, on devrait changer tout plein de choses. On devrait changer nos activités, on devrait changer, notre manière, de vivre, enfin d'être plus finalement, c'est d'être toujours en phase avec la nature et de se dire: «Bah, la nature en été, elle est hyper chaude, hyper, fatigante aussi parce que c'est un peu lourd et cetera». Donc, se mettre dans cet équilibre naturel en sortant les conseils ayurvédiques parce que c'est hyper logique et on revient à des choses qu'on lit un peu partout qui est manger local, de saison. Bah, l'ayurveda, ça, il le dit depuis 5000 ans finalement, de dire, bah, c'est hyper important de manger quelque chose de la saison actuelle parce que c'est ce qui est le mieux pour toi, parce que ce qui pousse autour de toi est le plus adapté à toi aussi et donc de se rappeler que tout est logique et tout s'imbrique, pour qu'on soit en santé, en fait. En hiver, souvent on dit oui, je vais manger de saison. T'as des trucs qui sont de saison, mais alors qui sont pas du tout d'ici. Je pense que les fruits exotiques qu'on voit de partout parce que c'est la saison, mais c'est la saison dans l'hémisphère sud, Mmh. certainement pas dans l'hémisphère nord. Atreya Smith, dans ses livres, il dit que c'est pas ok du tout. En fait, c'est bien le local. Enfin, je veux dire, il y a deux saisons, mais il y a Ouais. aussi l'aspect local. C'est pas parce que c'est deux saisons à l'autre bout du monde que c'est ok pour toi maintenant et ici, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment une histoire de bon sens, de se dire: «OK, bah, dans ma vie, je vais essayer de privilégier au maximum ce qui pousse autour de moi parce que c'est fait pour que je sois en santé». Tout simplement, tout ce qui pousse autour va nous aider à vivre en harmonie avec notre environnement de tous les jours. C'est vraiment un échange que la nature nous fait, un cadeau même, de dire: «Bah, voilà, prends ça et ça te fera du bien parce que quand tu vis dans tel pays à tel moment, c'est l'aliment qui va te faire du bien finalement». Et de commencer à manger, en excès des choses qui viennent d'ailleurs ou qui sont pas du tout de saison, ça va tout de suite casser symbiose avec la nature et nous mettre dans un état de déséquilibre. Donc moi, typiquement, je suis quelqu'un qui adore les mangues, hein, je vais pas le cacher. Donc ça m'arrive d'en manger, mais je le fais en connaissance de cause et en parcimonie parce que j'essaie de sourcer déjà des bons produits, de faire en sorte que ça soit, dans après ça c'est une autre démarche que j'ai, mais du commerce équitable et cetera et d'en faire le moins possible parce que je mange un maximum de choses qui poussent autour de chez moi, effectivement. Je vais passer sur l'aspect de la routine. Je te disais, on fait pas la même chose en été, on va rentrer dans le printemps. Donc printemps, c'est Kappa. Est-ce que il y a deux trois petits trucs à mettre en place pour le printemps qui pourraient aider, en tout cas sans être une solution miracle, hein, puisque chaque fois c'est toujours adapté. Oui, alors le printemps, globalement, donc c'est une saison où il va continuer de faire froid, où, normalement, en tout cas en France, c'est une saison où il pleut pas mal, donc on va continuer d'essayer d'être dans cette démarche qu'on avait eue tout l'hiver, de garder un corps plutôt chaud et saison un peu lourde aussi, donc on va essayer de commencer à être un peu plus dans la légèreté, donc vraiment petit à petit rentrer dans l'été, mais en douceur. Donc les conseils principaux que l'Ayurveda va donner printemps, c'est déjà de continuer de manger chaud, de pas se mettre à manger que des salades parce que d'un coup il y a des rayons de soleil et qu'on peut se mettre en terrasse. Donc ça donne envie, mais voilà, si on le fait, de le faire, de le limiter ou toujours d'avoir des plats chauds autour, de continuer de garder notre feu digestif en action, en buvant des tisanes réchauffantes, en buvant par exemple des tisanes à base de cannelle, de gingembre, de girofle, voire même des herbes locales. Ça peut être du romarin, il y en a en ce moment, c'est super bon. Enfin, tout ça, c'est assez chauffant et c'est super bon pour cette période-là. Et aussi bah, de commencer à activer en même temps que la nature finalement, de se dire bah, tiens, c'est une période géniale pour à la fois me mettre dans une activité nouvelle. Donc typiquement, moi j'aime bien rappeler que bah, les bonnes résolutions, finalement, c'est pas le 1er janvier le meilleur moment, c'est plutôt au printemps parce qu'on est dans cette démarche de nouveau départ, il y a une espèce d'énergie grandissante et on sent hein, normalement, enfin l'image c'est vraiment la sève qui remonte dans les arbres. Et ça peut marcher aussi pour nous, hein, de se dire bah il y a l'énergie qui remonte et qui nous donne envie de faire des nouvelles choses, qui nous donne des ailes et en profiter pour justement se lancer vers des nouvelles découvertes, des choses qu'on a toujours voulu faire mais qu'on n'a pas osé, etc. Il faut faire hyper attention parce que c'est une période aussi où on est plutôt fragile parce que dans l'Ayurveda, il y a une notion d'accumulation, aggravation qui fait que tout l'hiver, on a pu être fragilisé et du coup, ça peut se déclencher au printemps, les petits problèmes ORL, les rhumes. Donc typiquement, la grosse crise du Covid l'an dernier, c'est pas étonnant qu'en Occident, ça se soit passé en mars.
c'est qu'il y a un lien et donc voilà, faire attention à ça, de se mettre en activité parce que le sport aussi, c'est hyper important de bouger, de commencer à prendre l'air, de vraiment cet air revigorant, de s'en charger un maximum et aussi selon l'Ayurveda, c'est une bonne période si on veut, faire alors j'aime pas du tout le mot détox, éliminer des toxines qu'on aurait pu accumuler ou qui auraient pu être stagnantes parce que l'hiver, peut-être qu'on a un petit peu moins bougé et cetera donc alors moi je conseille plutôt de voir quelqu'un avant de faire quoi que ce soit, mais si on veut le faire tout seul, de tenter, en ayant aussi, des lectures et de bien se renseigner, tout simplement un jeûne intermittent. Donc déjà, c'est hyper puissant et hyper abordable. C'est de sauter tout simplement le petit-déj, une journée pour commencer, en ayant mangé la veille, vers 19h et puis on remange, l'idéal c'est 16 à 18h après pour le repas, suivant et voilà, ça fait déjà un temps de pause pour le corps qui va permettre en fait, une fois par semaine ou juste une journée comme ça dans le printemps, on choisit une journée et on essaye pour voir si ça nous convient ou pas, de se dire bah voilà, ça permet au corps de prendre le temps de bien éliminer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange le soir et quand on remange le matin alors qu'on n'a pas bougé a priori entre les deux? C'est que bah, les toxines, elles n'ont pas forcément eu le temps de s'éliminer. Et plus on en accumule sur la durée, dans les journées, etc., plus ça va entraîner des déséquilibres des doshas. La vision de l'Ayurveda, c'est vraiment que la plupart des maladies, elles viennent de l'accumulation de toxines. C'est un des facteurs principaux de la maladie. Ces toxines vont entraîner les déséquilibres des doshas, ils vont entraîner un feu digestif qui est affaibli et qui va faire que bah, c'est un peu l'effet domino. On digère moins bien, on accumule d'autres toxines, on se crée un autre problème et donc après ça devient ingérable. Et donc l'idée du printemps, c'est que c'est un moment, bah, toujours dans cette idée de renouveau, de nouvelle énergie, etc., d'accompagner le corps à éliminer ces toxines en douceur et de faire ce travail de nettoyage de printemps. Je vais juste faire un warning en disant qu'on commence pas un jeûne intermittent ou des choses où on modifie ses habitudes alimentaires quand on a des troubles alimentaires. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pas du tout pour tout le monde, ouais. Dans ma tête, je me suis dit: «Bah ouais, en avril, ne te découvre pas d'un film. Ouais. Il fait beau, mais en fait non, il fait toujours froid, donc surtout tu bouges pas» et puis j'ai pensé aussi à enfin, c'est dans la culture populaire, le ménage de printemps. Mmh, Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on fait de la tout place, à fait. on y va là, c'est vraiment l'énergie donc c'est ça, c'est que l'Ayurveda, on retombe sur des principes de bon Mmh, sens aussi, de la culture populaire qu'on a partout au niveau, du monde en ouais. fait. Je trouve ça magique en fait, parce que c'est des trucs, oui, ça peut être super pointu, mais ça peut être des trucs qu'on fait Ouais, naturellement, qu'on sait même pas que ça en est c'est et ça. en On fait, fait de l'Ayurveda sans le savoir. que Ayurveda, c'est forcément lié avec une pratique spirituelle. On voit énormément le rapport entre Ayurveda et yoga. Je pense les chakras, la Kundalini, tout ça. Ou est-ce que genre en fait, non, c'est la médecine. Oui, ça peut être lié, mais c'est forcément obligé d'être jusque là. Non, pour moi, c'est vraiment le choix de chacun. Moi, perso, je fais de l'Ayurveda, comme je le disais, avec les piliers qui sont l'alimentation, la méditation, le yoga, parce il y a des postures de yoga que je conseille à certaines personnes suivant leurs problématiques, vraiment dans une démarche thérapeutique, sommeil et des soins par les plantes. Donc ça, c'est ma base à moi. Après, si des gens ont envie d'inclure des chakras, des kundalini, des choses comme ça, c'est vraiment à chacun de le faire, mais c'est pas forcément relié à la thérapie initiale de l'Ayurveda. En ce moment, on voit que l'Ayurveda, c'est un peu à toutes les sauces. C'est un truc qui est vraiment de plus en plus à la mode. Les industriels ont constaté qu'il y avait un marché qui se faisait et on voit comme s'il y avait un esprit genre l'Inde dans ton salon, tu vois, ou je ne sais quoi. Mmh. Est-ce qu'il faut se fier à ça du coup? Ça me fait un peu penser à de l'appropriation culturelle, je sais pas trop. Ouais, moi ça me fait rire, à la fois ça m'énerve ce genre de truc parce que pour moi l'Ayurveda c'est pas du tout de la cuisine indienne, c'est pas du tout des épices indiennes, parce que le mot de base dans l'Ayurveda c'est vraiment manger local de saison. Quand on veut faire de l'Ayurveda ou qu'on veut vendre des produits ayurvédiques, il faut être dans une démarche de respect, il faut être dans une démarche d'échange avec la culture locale et aussi de se dire que voilà, l'Ayurveda c'est pas que des épices et des choses indiennes. L'Ayurveda c'est des choses aussi qu'on peut faire ici soi-même. C'est parce que ça a été créé là-bas qu'ils ont utilisé des épices et tout, mais si on veut faire de l'Ayurveda en France, on peut très bien le faire avec des herbes françaises et faire à sa manière, quoi. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc si tu vis en France et que autour de toi il y a des herbes
qui poussent, qui ne sont pas des herbes indiennes, tu peux faire de l'Ayurveda. Il y a pas il y a pas à faire un effet mode avec des images de Om et de Ganesh pour en faire tout un business. Donc, j'ai rien contre les tisanes ayurvédiques, hein, j'en achète moi-même parfois. Mais l'idée, c'est de se dire, bah voilà, est-ce que je consomme quelque chose qui derrière est en train de ternir une image d'un pays ou est en train de faire quelque chose dans le non-respect de ce pays parce que c'est simplement du business. Mais après, si on commence à faire de l'ayurveda à tout va parce que c'est business, parce qu'on veut faire des crèmes et des trucs qui sont soi-disant ayurvédiques, mais derrière, il n'y a aucun effet thérapeutique, c'est juste de l'effet mode ou de l'effet pour vendre, bah, pour moi, c'est de l'appropriation culturelle pure et dure et ça me plaît pas parce que quelque part, on est en train de voler quelque chose à une culture qui n'a rien demandé et derrière, il y a des gens qui produisent des produits ou qui envoient des matières premières et qui ne sont pas du tout rémunérés pour ça. Et typiquement, moi, au Sri Lanka, je suis allée visiter des plantations de thé. Les personnes qui vivent là ou qui travaillent là, elles nous disent très bien, elles nous disent, mais le business du thé aujourd'hui, c'est des grands millionnaires qui se foutent les trucs dans les poches alors que derrière, il y a des gens qui, voilà, le soir, ils ont à peine à manger dans leur assiette. Donc, faut faire la part des choses et de se dire, bah, est-ce que j'ai envie d'engraisser des grosses multinationales ou est-ce que j'ai envie plutôt de vivre en harmonie avec le reste de la planète et moi-même en essayant de consommer plus éthiquement et plus justement et en étant moi-même responsable de ce qui se passe dans le monde et acteur de ce qui se passe dans le monde. Voilà, après c'est un choix personnel et chacun va vers ce qui lui plaît aussi. Donc, C'est pas parce que c'est estampillé Ayurveda que c'est forcément bon pour toi. On en parlait aussi sur l'épisode sur les plantes en fait. Hein. C'est pas parce que les plantes est naturelles que c'est bon et c'est une sur médecine. mes réseaux sociaux, je n'ai pas envie de parler de plantes pour le moment et quand j'en parlerai, je le ferai de manière très précautionneuse parce que j'ai très peur que les gens fassent tout et n'importe quoi sous couvert que c'est une plante et c'est naturel. Je n'aime pas le mot naturel, je trouve que ça peut porter à confusion. Il y a des plantes qui sont très bonnes pour des problèmes et qui sont reconnues par la médecine ayurvédique, mais suivant notre constitution, suivant notre problématique du moment, suivant notre environnement, suivant toutes les choses qu'on a pu avoir dans le passé, ça peut avoir des interactions et ça peut créer des problèmes. Donc, il faut faire hyper attention. Comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper individuel. Donc, d'une personne à l'autre, un traitement peut être complètement différent. Le dosage peut être complètement différent. La manière dont on prend le produit va être différent. Chez certaines personnes, on va conseiller de le prendre avec du miel ou des produits sucrés. Chez d'autres, avec du lait ou un produit de lait végétal. Enfin, c'est hyper différent, c'est hyper adapté à chacun. Ne pas commencer à croire qu'on peut remplacer un Doliprane par une plante ayurvédique. C'est pas du tout le but de l'Ayurveda. C'est de se dire comment je fais autrement. Bah déjà, la première étape, c'est de changer ma manière de manger peut-être, de changer mon rythme de vie, simplement de rajouter des petites choses dans ma vie comme des automassages, comme des sports, comme des activités extérieures qui vont me faire du bien, des choses nourrissantes, et pas forcément de prendre des plantes. Hein. C'est pas le but de l'Ayurveda, c'est un des outils de l'Ayurveda, mais c'est à faire en connaissance de cause et plutôt accompagné par quelqu'un. En fait, ça me fait penser à ces personnes qui vont sur des groupes Facebook sur l'Ayurveda et qui débarquent et qui disent ah bah voilà j'ai des démangeaisons ceci cela qu'est-ce que je peux prendre. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de questions. Et moi, j'ai envie de dire, mais ta démangeaison, il faut creuser. Peut-être qu'elle vient d'un problème, de quelque chose qui traîne dans ta tête depuis un moment, qui fait que ça survient par la peau parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui est fragilisé et donc c'est la peau qui prend. Mais demain, ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Enfin, donc, faut aller chercher toujours la cause de ce problème et réussir à déraciner cette cause. Et peut-être que la solution, c'est pas une plante, peut-être que la solution, c'est tout un aspect à changer qui peut prendre plusieurs mois. 2-3 mots sur le concept mise en place de routine et d'inacharya. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, donc ça peut varier d'une personne à l'autre, hein, les conseils qu'on va donner, mais il y a quand même des piliers sur l'Ayurveda, sur ce qu'on appelle la routine quotidienne. La première, se gratter la langue, c'est quelque chose d'assez bizarre quand on est occidental, mais qui est hyper logique et hyper facile à faire. Le but, c'est d'enlever justement le dépôt de toxines sur la langue, parce que quand on dort, on va se retrouver avec le système digestif qui fonctionne doucement
pour commencer la digestion, etc. Et quand on se réveille le matin, il y a très souvent les toxines qui n'ont pas pu s'évacuer ou qui ne vont pas s'évacuer par les selles, etc., qui se déposent sur la langue. Donc le fait de juste gratter la langue, ça permet de ne pas les réingérer après quand on mange. Donc c'est quand même un bon moyen d'éliminer une partie de nos toxines, puisque ça va être une des causes de maladies possibles. Quand on dit toxine, alors c'est, en fait l'espèce de dépôt blanc qu'on a sur la langue, hein. C'est ça. Tout simplement, normalement le matin, quand tout est OK, on se lève et la langue elle est rose et donc des fois on a de la langue blanche et on se sent pâteux et cetera avec une haleine de chacal. Bon, en fait, gratte-langue ou brosse à dents sur la langue, quoi. C'est ça, Voilà. exactement. Avant de se brosser les dents, c'est pas mal. Après, le deuxième truc qu'on fait en Ayurveda, et là, la quantité d'eau va dépendre d'une personne à l'autre suivant sa constitution, mais c'est de commencer sa journée par un petit verre d'eau chaude ou tiède pour justement réveiller le feu digestif. Cette notion de feu digestif en Ayurveda, elle est clé. C'est que notre digestion, elle se fait grâce à la chaleur qui est au niveau de nos organes digestifs. Et si cette chaleur n'est pas son optimale, notre digestion sera pas bonne. Et donc, le simple fait de rajouter un peu d'eau chaude le matin, ça réveille le corps tout doucement et ça permet d'envoyer un petit message à notre système digestif pour dire, bah voilà, tu peux te mettre en action pour le reste de la journée, on démarre une nouvelle journée. C'est quelque chose qui peut être assez bon pour tout le monde. En tout cas, là, en ce moment, hiver, printemps, c'est pas mal. Et j'ai une autre question, tu parlais de jeûne intermittent. Oui, Du coup, on est bien d'accord que jeûne intermittent, c'est juste par rapport à la nourriture solide. On peut boire et donc on peut boire ce petit verre d'eau le matin, même si tu fais le jeûne intermittent, quoi. oui, le jeûne intermittent, c'est uniquement enlever la nourriture. Ouais. OK. Mm. Donc de l'eau, il y a pas de problème. L'eau, il n'y a OK. pas de problème, voire même des tisanes si on a envie de boire un truc un peu plus, qui a un peu de goût, il n'y a aucun souci. Après, il y a une autre chose qui est intéressante à faire le matin, si on peut, sinon on le fait le soir, c'est toute cette pratique d'automassage qu'on appelle Abhyanga en Ayurveda. C'est aussi une manière de se réveiller et de prendre conscience de son corps, de prendre ce temps en tout cas de réveiller son corps et de le nourrir. Ça permet aussi parfois de voir que ah tiens, je vais pas très bien là ou j'ai mal là, etc. Donc c'est aussi une manière de prendre connaissance de soi aujourd'hui. Et chaque jour est différent, donc Et du coup, sur l'automassage, et parce que c'est confirmé aussi par la médecine occidentale, pour ceux qui auraient des petits doutes en disant mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ou quoi, je rappelle que les cellules ont un film lipidique et en fait, mettre du corps gras sur la peau, ça nourrit les cellules. C'est pas genre un truc de l'ordre de l'esprit ou de je ne sais quoi. On est sur de la chimie pure et simple, c'est-à-dire que le corps a besoin, le gras, c'est la vie. ouais, exactement. Et donc ça vient de là aussi. Et enfin, je trouve ça ouf qu'il y a 5000 ans, les gens aient déjà repéré ça. Mm. Et c'est aucune confirmation, on va dire, scientifique ou Ouais. quoi, mais en fait, par l'expérimentation, et ça Ça marche. marche très bien. Et puis ça permet de prévenir plein de choses. On se rend pas compte, mais le fait de rajouter ce gras dans son corps, on est dans une manière de s'hydrater. Il y a une phrase en Ayurveda que j'aime beaucoup, c'est ne mets jamais sur ton corps ce que tu ne mettrais pas dans ta bouche. Et c'est de se dire aussi, bah voilà, je vais plutôt vers des produits qui me semblent sains et qui sont pas bourrés de choses que je ne connais pas ou des mots qui sont complètement imprononçables et voilà. Donc moi, en tout cas, c'est un truc qui aussi permet de bien réveiller le corps et le mental, c'est de se donner un petit peu de temps. Mais après, si on n'a pas le temps le matin, on peut le faire le soir aussi. C'est simplement de respirer. Alors, on choisit une technique de respiration qui nous plaît. Mais moi, j'aime bien celle qui est alternée. On bouche une narine, on inspire, on bouche l'autre, on expire. Enfin, ça, c'est un truc qui permet de faire circuler toutes les pensées, de faire en sorte que tout soit plutôt aligné dans notre tête et aussi de réveiller le visage tranquillement et après, si on peut compléter par quelques postures ou quelques étirements, c'est top. Archena, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions parce que c'est une vraie découverte sûrement pour beaucoup de personnes et on entend tout et son contraire dessus. C'est pour ça que je voulais avoir quelqu'un qui soit avec une vraie formation et qui puisse nous en parler. Donc je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et voilà, cet épisode est terminé. Tu peux retrouver toutes les coordonnées de mon invité dans la description de l'épisode et tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook ou par mail si tu veux échanger avec moi à ce sujet. C'est toujours avec un immense plaisir que j'accueille tes retours. S'il t'a été utile ou que tu penses qu'il peut être utile pour quelqu'un, parle de cet épisode autour de toi et partage-le sur tes réseaux. À propos, l'épisode sur la pâtisserie végane est à présent disponible sur YouTube en version sous-titrée corrigée. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!